the core ethical principle worldwide should be in accordance with the specificities of each individual culture. Bioethics exposes values, do not impose them. As an international organization that promotes bioethics and human rights, the inclusion of all people despite their differences, namely a specific disability, is one of the main concerns of the International Chair in Bioethics and is at the core of its activities. Departing from the perspective that a disability should be progressively regarded as a difference, the International Chair in Bioethics is deeply committed to promoting inclusive societies at a worldwide level, also considering that very often there are intersectional conditions that must be dealt with. For instance, disability, gender, ethnicity, etc. As the head of the International Chair in Bioethics, I am personally committed to promoting international strategies for the inclusion and non-discrimination of all people, and to fostering cooperation between different international organizations that share the same values and objectives. In this way, it will be possible, all together, to promote a more peaceful, tolerant, and developed global community. Thank you. Merci. Vous avez compris que la politique a toute sa place dans l'accompagnement de l'anticapacité. On a pris un peu de retard et donc je vais appeler tout de suite les personnes suivantes qui vont participer avec moi à la présentation. Marc Cuchas qui veut venir, Antonio et puis Evelyne pour la conclusion. Et le temps que ces personnalités viennent sur le plateau, s'il y a des questions dans la salle pour les personnalités qui sont actuellement sur l'estrade. Je vois des mains se lever. Il y en a une ici, si on peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Une question, le temps que les personnalités viennent me rejoindre. Evelyne, Antonio. Allez-y, monsieur. Vous avez je suis passé parce que l'échange avec les journalistes. Globalement, en tant qu'élus locaux, en tant que spécialiste de la question du handicap, de la question du handicap et de l'emploi, comment avez-vous interprété les façons pour représenter les problématiques dans les médias, sachant qu'il y a eu une audience massive en télé, où on a pu voir quasiment toutes les épreuves en direct, que ce soit justice foot ou je crois j'ai plus le nom de la beaucoup d'épreuves. Et la question c'était, excusez-moi, comment dans la presse écrite, que ce soit parisien ou à la télé, vous avez. Est-ce que vous trouvez que la représentation dans les médias des Jeux paralympiques était assez représentative de ce que vivent les personnes? Je crois que c'est un succès. Tout le monde est d'accord pour dire que les Jeux paralympiques ont été un succès à la fois dans l'organisation, dans les performances que les athlètes ont réalisées et surtout la communication qui a été faite par les médias. Après, mais ce qui a été ce qui a été dit, c'est que par exemple la majorité des personnes touchent l'AH, donc des personnes qui concouraient pour les pays, par exemple en France, qui ont eu des difficultés à trouver des sponsors, et que en fait ce moment d'éclipse n'est pas vraiment représentatif de ce qu'ils vivent au quotidien quand ils sont dans la précarité, quand ils s'entraînent. Oui, mais ça va être un tremplin, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de dire que ces personnes sont des héros. Ce sont des personnes comme nous toutes, et puis le paradigme et le concept va changer. Et appelons-les handicapacités parce qu'il faut mettre en avant leur rôle positif. Les performances, ce sont des vrais athlètes. Et donc, le monde du handicap se finit hier pour un nouveau monde qu'on va appeler le monde du handicapacité. Et il est dernier au Merci à vous tous de participation. En tout cas, je vous applaudis très fort pour tous les propos que vous avez tenus. Et je vais appeler à mes côtés Antonio et Marc, puisqu'on va vous présenter trois choses. La première, vous l'avez vu, certains se sont déplacés avec ça. On a réalisé un petit livre résumé des communications qui ont été données aujourd'hui. Et ce petit livre a la forme d'une roue de fauteuil roulant. Et vous
peut se tenir bien sûr tout seul sur une table. Vous avez pour chacune des interventions un texte dans la langue de la personne et également en anglais et en espéranto. Donc si vous êtes intéressé par ce livre souvenir, eh bien vous pourrez aller à l'accueil tout à l'heure pour peut-être le commander. Je laisse la parole à Antonio qui lui va nous parler d'un poster sur le Vita Balance. Antonio, tu as 30 secondes. Bonsoir à tout le monde. On devait parler un peu plus du livre. Le livre, c'est en effet une initiative qui veut maintenir la mémoire, c'est concret, l'histoire, c'est concret, pour le futur, en traitement du bon comprendre. Et aussi, on a une petite volonté de montrer un peu un projet qui s'appelle Vita Balance. Et je vais laisser mon collègue, fondateur de la Fondation Saint-Luc, Antoine Collègue, qui est neurochirurgien à Portugal, qui va prendre un petit peu l'histoire de la Fondation. Et après, on va montrer un peu le projet, comment ça pourra marcher. Good afternoon. It's a great pleasure and a great honor to be here talking with you. I was been asked to speak in English, I will make a small presentation of Saint-Luc Foundation. It was a foundation created in 2005. It's almost 20 years old. It was created by 3 doctors in Portugal, in Porto, and the idea was to make social intervention in a cross-sectional area, in the humanitarian area, the social area, the environmental area, but especially on the medical area. To develop some projects, there could be science funds, and they've been involved in several projects. And one of our main projects is one we are going to talk now, Vita Balance. It has been tested in the field in 2 cities, in schools of 2 cities in Porto and near Porto. And the people who conceived this project was Professor Antonio Rui, and I'm very proud to present him. And we are going to make a brief explanation of what is involved in this concept. But there is 2 preliminary ideas that I'd like to tell you about. One is the concept, another one is the method to implement it. Okay. So let's present it. Explaining this is a very new and modern technology. That is no internet, that is no electricity. We can put this poster anywhere in the world, in any tree, in any wall, or in any place. We just deploy it, and the professor at the school, the primary school, can learn about it. And nutrition, exercise, can learn people about behavior, genetics, and cardiovascular prevention, obesity, and diabetes at the same time in the same tool. In the center of this tool is Eureka. He's the boy of 8 years old. It is the point, it is the object of the poster, of the learning. This Eureka has a special thing. He has no leg. That's why it's a good example of balance needed between what the input, cardiovascular, the caloric input, and the output in exercise. It's a balance. So here around we have ecosystems represented with the bad things, the good things, the city inclusive, eco-city inclusive, and the treehouse where the digitalizes together. These ecosystematic concepts are all part of global health, what we call global health. And this is the new model that's proposed for to develop in their countries and to show them how we can apply this at school level, training the professors for teaching inclusion, nutrition, exercise, ecosystem together in the same concept to
help people to have a better life and not handicap anything. Thank you very much. Marc Duchasse qui va nous parler d'un jeu de cartes original sur le handicapacité. Mark is dealing with us about the game. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est bon jour pour recevoir un message. En fait, pour moi, la vie est un jeu depuis très longtemps et je fais des jeux pour plein d'organisations. Alors, je vais essayer très vite, mais bon voilà, que ce soit la police, les prisons, les banques, partout il y a des arbres, des êtres vivants. Et en fait, ça marche de mieux en mieux parce qu'on est en train de changer de paradigme. Je suis en train de faire un jeu justement sur les capacités. Parce que je pense que le handicap, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans un handicap parce qu'on est en train de changer le monde. L'ancien monde, on est en train de quitter, le nouveau n'est pas encore là, j'allais dire, on est entre les deux chaises. Et le problème, c'est qu'il y en a qui sont coincés entre les deux mondes. C'est-à-dire, j'appelle ça le paradoxe. Paradoxe paralysant pour certains qui voudraient revenir en arrière, mais c'est impossible, et qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc, moi je travaille là-dessus, j'aide les gens à avancer, pour ceux qui ne cherchent pas à aller en arrière, c'est là je ne peux rien faire, mais ceux qui avancent, oui, il y a des systèmes, c'est très simple. On a tous joué une fois dans sa vie, il suffit de retrouver sur un enfant, les heures et les 2 ans. Ce qu'on appelle chez les Chinois, les Japonais, les Maoris, les Indiens, le Mana, le Prana, le Chi, le Ki, etc. En fait, on arrive tout simplement à avancer comme des Albert Einstein, parce que je crois que je vais finir là-dessus. Sur une métaphore, la vie c'est comme un vélo. Pour ne pas perdre les pieds, il faut avancer. Donc, on va avancer avec le jeu handicapacité qui va être pour tout le monde en fait, puisqu'on change de la zone de confort intérieur va devenir inconfortable pour pas mal de monde, donc il y aura un handicap pour beaucoup de monde. Ça va vite, hein? Et je vous dis juste à suivre et à vous jouer. Voilà, merci. Un petit intermède de danse, le temps qu'on installe les tables et tout ça pour la conclusion.
Denis Chérini, du comité régional Île-de-France pour le comité olympique. Yann et Lynn, la parole est à vous. Lynn. Bonsoir à tous, Émilie Chérini, présidente du comité olympique de la région Île-de-France et membre du comité national olympique français pour représenter les territoires, les comités régionaux, métropolitains et ultramarins. Donc c'est un petit peu à ces deux titres que je vais prendre la parole devant vous aujourd'hui pour saluer déjà messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, chers amis sportifs. Je salue également le représentant du sport militaire qui est présent dans la salle. Je crois que toute la famille qui aime le sport et qui aime œuvrer pour les personnes en situation de handicap sont présentes aujourd'hui grâce à ce congrès qui tient évidemment toute sa place le lendemain du terme des Jeux paralympiques. Des Jeux, chers amis, qui ont été magnifiquement orchestrés tant sur le plan de l'olympisme que le paralympisme. Et c'est vrai qu'on s'accorde un peu de fierté à l'issue de ces Jeux qui ont rayonné dans France, bien sûr, puisque ça se passait particulièrement dans notre région, mais c'est vrai que ça a transcendé l'ensemble du monde. Je crois qu'effectivement, ces Jeux nous ont transcendés par l'excellence de nos sportifs, qui nous ont rapporté des médailles en France, mais aussi dans tous les pays. Je crois que c'est important parce que l'excellence est une des valeurs premières de l'olympisme. Mais au-delà de ça, nous avons évidemment l'amitié et le respect qui prônent toujours ces valeurs de l'olympisme. Et puis après ces 15 jours de préparation, nous avons les Paralympiques qui, en eux, nous ont donné l'excellence sportive, mais également l'émotion. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'émotion que l'être humain peut nous rendre. Et là, ça a été particulièrement rendu par ce parasport, ce paralympisme qui a été plein de médailles, mais aussi plein d'émotions que nous avons eues dans notre cœur et qui va nous permettre de rayonner et surtout de pouvoir aller de l'avant pour que nos clubs, que nos départements, que nos régions et que nos pays soient plus à l'écoute des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que le sport peut changer les vies, il peut rassembler, il est inspirant, il est impactant. Ça nous permet donc de pouvoir être, j'allais dire, au rendez-vous de l'excellence sportive, mais également au rendez-vous de toutes les autres compétences. C'est pourquoi ce congrès qui s'appelle Handicapacité, sport et travail permet de détecter toutes les compétences des personnes, absolument toutes, sans exception, et nous devons être conscients de ça. Utilisons le sport pour les rendre visibles, pour les rendre appréciés de tous, et utilisons-les pour nous rendre encore meilleurs. Je crois que c'est ça le message que nous devons retenir aujourd'hui de ce congrès, parce que ce congrès nous permet encore une fois de démarrer une nouvelle ère avec des jeux qui effectivement nous ont transcendés, nous permettre de mieux appréhender la mandature de l'Olympiade qui nous permet d'envisager l'Olympiade suivante, c'est-à-dire Los Angeles. Je crois que c'est ça qu'il nous faut. Et il nous faut encore une fois remercier cette idée particulière de pouvoir dire sport, travail, ça donne vraiment l'envie d'utiliser toutes les compétences de tous les êtres humains. Et c'est ça qu'il faut démontrer aujourd'hui. Je veux vraiment remercier tous les organisateurs, notamment la Fondation de Comores, la Fondation Ilistus et puis les Palladium International, qui ont été à l'initiative de cette belle journée où nous avons pu avoir des sportifs de haut niveau. J'ai renommé Relax Salem, qui était présent aussi aujourd'hui, qui a fait le rugby fauteuil, notre ami Yvan Wanji qui a fait le sexy-foot. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui nous emmènent vers l'avant et qui nous permettent encore une fois de pouvoir se dire nous sommes tous rassemblés pour aller ensemble vers le plus haut niveau sur le plan du sport, mais aussi dans la vie. Alors, mesdames et messieurs, je souhaite évidemment que chacun d'entre vous reparte avec une positivité, une énergie formidable pour pouvoir accueillir tous ceux qui ont des compétences, et Dieu sait si on en a autour de cette salle, mais aussi dans le monde entier. Nous avons des compétences qu'il faut exploiter au maximum. Les valides, les handicapés, nous sommes tous des êtres humains, pouvoir nous réunir à nouveau autour du sport, du travail, de faire de l'exercice ensemble, c'est quelque chose qui nous transcende toutes et tous et pour toujours. Merci beaucoup. J'appelle avant que Yann puisse parler, en précédence du vraiment Mélanie, de venir sur l'estrade et puis votre
non pas parce que je vais faire la star, mais on n'a pas dormi, on est encore... la soirée s'est pas arrêtée, elle continue avec vous, et j'avoue que les projecteurs, là, c'est assez violent. J'ai pas pu assister à tout, je suis vraiment désolé, mais j'étais là ce matin sur la table ronde. Je voulais vous témoigner de quelque chose qui est important pour moi, parce que évidemment on parle du sport, des performances et le parallèle qu'il y a avec le monde du travail. Et moi je vais aller aussi un peu dans la philosophie, parce que nous, l'espèce humaine, on est assez particulier. On aime bien se confronter, on aime bien être les meilleurs, on aime toujours vouloir aller toujours plus loin. Et il faut savoir que ce qui rassemble les hommes sur cette planète, c'est souvent la guerre et la fête. Et le sport, les jeux, c'est les deux. Mais c'est une guerre pacifique. Donc on va se confronter, on va s'affronter. On n'a que des adversaires dans le sport, on n'a pas d'ennemis, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, dans le quotidien. Et c'est important de pouvoir ne pas oublier les racines du sport. Quand la Grèce antique a créé ces jeux, c'était pour déjà pacifier les rapports entre les petits seigneurs et les territoires, parce que vous envoyez leurs paysans s'entretuer, et à la fin, il n'y a plus personne pour aller dans les champs. Pierre de Coubertin a voulu repartir sur cette philosophie d'amener la paix à travers le sport. Et c'est vraiment important de ne pas oublier que c'est quand même le point fondamental qu'on doit avoir. Et la paix, elle n'est pas contre les peuples, elle est aussi avec nous-mêmes, surtout dans le handicap. Quand vous avez un corps atrophié, un corps différent, souvent, le canon de côté de la société vous met de côté, vous exclut, parce que vous ne ressemblez pas aux autres. Et au fait, ce qui est assez magique, c'est que le sport vous permet d'être en paix avec vous-même, accepter votre corps différent. Et quand vous vous acceptez, vous pouvez être accepté par les autres. Parce que c'est souvent difficile de demander aux autres de nous accepter alors qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes. Et ça, c'est une des facultés du sport. Et quand vous acceptez, vous pouvez redevenir un acteur dans la cité et retourner au travail. Il ne faut pas oublier que, je dis souvent ça, la nature fait des différences et l'homme en fait des injustices. Et le sport peut réparer ces injustices. Et ça, c'est vraiment important de ne pas oublier qu'on a besoin de pouvoir accepter les différences de chacun. Aujourd'hui, les Jeux, le CIO et le comité paralympique, c'est assez surprenant, mais ont plus de membres d'État que les Nations Unies. Donc ça prouve que le sport est très fédérateur. On reconnaît chaque peuple, chaque individu. Et j'aime beaucoup le programme qui est porté par l'UNESCO, Fit for Life. C'est un programme qui est très important, comme je sais qu'il y a des ambassadeurs ici. Je remets une petite couche là-dessus parce que ça va être de votre responsabilité d'apporter le quotidien avec vos citoyens dans vos pays. Et si on arrive à faire monter le sport, le handicap, la différence en général, on aura gagné parce qu'on va tous grandir dans l'humanité. Et c'est ce qui des fois nous manque dans nos pays. C'est souvent l'élite, les gens forts, beaux, et tout ça qui sont mis devant. Et je pense que pour toutes ces grandes personnes que vous êtes, ces grands hommes, ces grandes femmes, quand on se met au niveau du plus petit, on ne s'abaisse pas, on se grandit en humanité. Et voilà, faites du sport à la meilleure, et merci d'avoir organisé ce congrès pour pouvoir porter ces messages-là. Et que la paix continue. Belle histoire d'aujourd'hui qui va certainement perdurer. Nous souhaitons te remettre un beau cadeau qui va être remis par l'ambassadeur de l'Union des Comores. Et c'est plutôt le ministre, le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores qui va te remettre un cadeau de souvenir de cette belle vie. Encore merci Léa. On peut l'applaudir. Et toutes les actions qu'il peut faire, et on lui remet un portrait de lui qui a été réalisé par l'artiste qui est ici, qui s'appelle Jean-Luc Ménagera, que vous avez bien présenté. Merci Léa, on peut l'applaudir encore une fois. Et je vous donne la parole au directeur de cabinet du président de l'Union des Comores. Parole à vous. Excellence.
Non, ça va pas dans les cadeaux parce qu'on a été accompagné aussi par l'ambassadeur de l'Union des Comores et 6 ministres de bien rester pour lui remettre également son portrait qui a été réalisé par Jean-Loup. C'est Evelyne qui va le remettre alors. Evelyne Sérigi, la présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, qui va remettre le portrait de l'ambassadeur qui a été réalisé par Jean-Loup. Monsieur l'ambassadeur des Comores, j'ai vraiment l'honneur de vous remettre le cadre qui est dans les mains en souvenir de cette belle journée passée à l'UNESCO grâce à vous. Merci Monsieur l'ambassadeur, je veux vous applaudir de nous avoir accueillis à cette belle maison. Ce sera l'occasion de renouveler l'amitié et la collaboration, notamment entre la France et le Portugal, et pourquoi pas d'autres pays. Si vous souhaitez soutenir la fondation Sanicus International ou acheter des livres pour vous, vous pouvez vous adresser à la réception en face de la salle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Les amis, donc on va conclure avec les mots du directeur de cabinet de l'Union des Comores qui vont dire quelques mots de conclusion. Excellence, Madame Gabrielle Ramos, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Excellence, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes de l'UNESCO. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents des États membres de l'UNESCO. Madame Marie-Amélie Le Fur, président du comité paralympique et sportif français. Mesdames et Messieurs, en droit et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Union des Comores est honorée d'avoir été un des porte-étendards pour le succès de cet événement. Nous venons de passer une journée extraordinaire qui nous conforte dans notre désir ardent de défendre la pratique du sport dans tous les pays. Avant de continuer mon propos, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes pour l'accompagnement et la disponibilité dont ils ont fait bénéficier la délégation de mon pays, l'Union des Comores, pour l'organisation du premier congrès international de la capacité au sein de la Union de l'UNESCO. Mais laissez-moi vous pareillement à l'endroit de l'ensemble des organisations internationales et françaises, comme la Fondation Sanicus, le Panaton International, l'ONG PAGE et l'association CASA, avec lesquelles nous organisons cet événement. Honorable assistance, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'inclusion et l'importance du sport de chaque individu, y compris les personnes en situation de handicap. Le sport, ce qui semble de santé, de cohésion sociale et de dépassement de soi, doit être accessible à tous, sans exception.
Le succès et la visibilité de ces Paralympiques viennent de nous rappeler combien les bienfaits du sport sont utilisés. Ils améliorent la santé physique, renforcent la confiance en soi et favorisent l'intégration de la société. Mais trop souvent, les personnes handicapées sont encore exclues de cette opportunité, soit par manque d'infrastructures adaptées, soit par des idées précoces. Il est temps de changer cette réalité et de créer un environnement où chacun peut s'épanouir à travers la pratique du sport. Dans de nombreux pays pro-occidentaux, il existe de nombreux handicaps que l'on peut qualifier de naturels. Toutefois, il y a également beaucoup de handicapés résultant parfois des conflits armés. C'est la raison pour laquelle notre président, son Excellence Azali Assoumani, a beaucoup insisté pendant notre présidence de l'Union africaine sur l'importance de la paix dans la prévision des conflits en Afrique et dans le monde entier. Nous pensons par ailleurs que la promotion du handisport comme vecteur d'inclusion dans le monde du travail. Excellences, mesdames et messieurs, promouvoir l'accès au sport pour les personnes handicapées, c'est donc bien plus que rendre la culture accessible, c'est ouvrir des débouchés professionnels pour les personnes handicapées. C'est changer notre regard sur le handicap, c'est encourager la diversité, célébrer la différence et surtout reconnaître que tout le monde a le droit de se sentir puissant, accompli et fier de soi dans le sport et au travail. Il est primordial que chacun d'entre nous, que ce soit au niveau des institutions, des associations sportives ou tant qu'individu, s'engage dans cette démarche d'inclusion des personnes handicapées dans la pratique du sport. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les barrières, qu'elles soient matérielles ou mentales, tombent unanimes. Des initiatives existent déjà. Des champions en fauteuil roulant aux athlètes malveillants qui nous montrent chaque jour que le handicap n'est pas un frein, mais une autre façon d'aborder la vie de sport. Leurs parcours sont exemplaires d'inspiration et de courage. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons continuer à faire évoluer les mentalités, à encourager les jeunes et les jeunes en situation de handicap, à découvrir la richesse du sport. Nous pouvons tous être des acteurs du changement ici et dans nos pays. Rendons le sport plus inclusif, rendons-le accessible à tous, parce qu'au final, le sport, c'est avant tout l'art de se passer, peu importe où que nous sommes. Je vous remercie. Merci pour les participants d'avoir honoré notre pays et d'honorer notre ambassadeur. Je compte pour vous et au revoir. Et maintenant, c'est la présentation du film Le silence des autres. Je vais appeler les réalisateurs. Daoud Tatou, le directeur général, Stéphane Danamo, Tariq Ben Salah, qui a réalisé le film Le silence des autres, que l'on attend depuis très longtemps, parce que la rencontre entre son excellence de l'Union des Comores et le collectif handicap de la Cité a été cette rencontre entre le désir de créer un congrès et la volonté de diffuser ce film dans la grande maison de Bec et des Messieurs. Je vais leur demander de monter pour présenter leur œuvre, leur documentaire. Je m'appelle Tariq Ben Salah, le réalisateur.
Bonjour. Salam alaikum, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien. Merci d'être resté encore là. Je présente mes excuses auprès de Stéphane Benamou qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Il a été admis par une urgence. Je suis Daoud Tatou, je travaille au Silence des Justes et je suis très honoré. Je voudrais d'abord remercier notre ambassadeur des Comores, M. Mohamed Bajafi, pour qui j'ai énormément de respect et d'amitié profonde depuis longtemps pour avoir organisé cette journée. Merci beaucoup de parler de l'handicap. Je voulais remercier aussi Cyril, mon ami d'AXA, qui est dans la salle, et Action Autisme 95 de Mme Amoua Diakité, qui fait un travail formidable. Nous travaillons avec les personnes en situation autisme cas complexe et avec Tariq, nous avons réalisé un documentaire et le réalisateur parle de la question des personnes en situation de handicap cas complexe en Afrique qui se déplacent en Europe pour obtenir un diagnostic de prise en charge. Et nous luttons pour qu'on puisse avoir une politique dans les pays d'Afrique afin d'obtenir un centre de référence, afin d'éviter le déplacement des populations et les drames que nous connaissons nous sur le terrain ici et que vous verrez dans le documentaire. C'est un documentaire qui est poignant par les témoignages des parents. J'ai entendu beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup d'intervenants aujourd'hui parler de qu'est-ce qu'ils devraient faire. Je le dis toujours à mon ami Mohamed Bachrafi, que nous avons une responsabilité commune et une responsabilité individuelle. Celle de la commune, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres. L'individuel, c'est qu'est-ce qu'on fait nous pour faire avancer les choses. Vous avez été élu ambassadeur, responsable, ministre, responsable politique, président, maire, adjoint au maire, ministre délégué. C'est moi qui vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans vos pays pour que la question de l'autisme bouge réellement, concrètement? À quand nous avons une politique nationale dans chaque pays? À quand nous avons au moins un centre de référence afin d'éviter les déplacements des populations et les drames que nous avons? Au-delà de ça, vous nous en parlez de la sécurité tout à l'heure. Avec l'ambassadeur des Comores, nous travaillons sur une charte pour protéger les personnes en situation d'autisme qui subissent de la violence physique avec des rites des fois un peu sataniques, avec les marabouts, les féticheurs. Quand on mélange la tradition et la religion, ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc c'est notre combat. Merci de regarder ce documentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon visionnage. Si on a le temps, on répondra à la question. Mais si on n'en a pas, on est joignable par mail au silencedesjustes.fr. Merci à vous. Merci à vous, merci, je suis très honoré, je suis très content, très impressionné d'être là. Je ne vais pas expliquer ce qu'a dit Daoud, je voulais remercier vraiment l'UNESCO et la délégation comorienne. Moi je suis réalisateur, donc je suis un ancien travailleur social, ça fait 15 ans que je réalise des films sur le handicap, l'idée de mettre en avant le handicap. Le silence des autres que j'ai réalisé avec Daoud parle de ce qui se passe dans l'Afrique. L'idée c'est de vraiment mettre en avant l'Afrique et le handicap. L'UNESCO contribue à la paix et ce film contribue à la paix. On est fiers de participer à cette paix et parle de la différence. Donc voilà, je vais vous faire gagner du temps. Je vous dis bon film et peut-être à tout à l'heure. Merci. Je m'appelle et je suis directeur de la direction générale du cinéma.
Et avec Stéphane, on a décidé de parler d'autisme. Mais cette fois, à l'étranger. Et vous voulez savoir pourquoi? Culturellement, dans les pays d'Afrique ou du Maghreb, on a honte de nos handicapés. Oui, oui, vous avez bien entendu, on a honte des personnes handicapées. Dès qu'il y en a, on pense qu'ils sont possédés ou bien qu'ils sont imaginés. Et on les cache. Et on a peur de regarder l'autre. L'autisme est méconnu. Là-bas, trop peu de personnes sont formées. Je vais vous raconter l'histoire de 3 familles. Aïssata et ses 2 enfants, Alpha et Omar. Srini et son fils Rikish, ainsi que sa femme Soumia. Et puis, pour finir, Nathalie et Arif avec leur fille Aude. Je me suis entouré des meilleurs experts. Tout d'abord, il y a le docteur Moïse Assouni, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris dans le monde de l'autisme et qui m'a présenté Stéphane. Et puis il y a le docteur Dia. Lui, il arrive à rentrer en relation avec les cas les plus complexes, les non-verbaux. Et puis il y a mon bien sûr, Stéphane. Regardez-moi ce sourire. Je ne sais même pas comment le décrire. C'est mon plus sincère. La phrase préférée de Stéphane, j'ai trouvé une solution. Et avec cette citation, on a évité des drames. Mon adage à moi, rien n'est mort de ce qui respire encore. Et celle-là, elle est de moi. Et le silence est juste, c'est parce que je crois que notre communication, il n'y en a peut-être pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est juste chez eux, c'est leur état d'esprit. L'autisme peut nous apprendre une seule chose, c'est la sauvegarde. Avant de venir en France, je faisais quoi? J'étais étudiant, j'ai galéré, c'est mon oncle qui m'a ramené ici pour que je continue mon étude. Après, j'ai travaillé 2 ans au McDo, et là, je travaille moi depuis 2004. Ce film, on va faire le tour du monde avec les gens qui n'ont pas posé. Mais regardez ça, il est là-bas avec ses enfants, et là, il perd des amis en me disant que non, mais c'est là-bas, il y aura quelque chose là-bas. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Là, dans le documentaire, je dis bien, moi j'ai cru que ça allait être le paradis. Et c'est pas pareil, c'est bien ce que tu dis. Tu penses toujours que la France est le paradis. Mais en fait, non, absolument pas. Mais moi, j'ai pensé que la France est allée dans la route seulement pour l'autisme, parce que c'est ce problème-là que je vis. J'étais une femme et une vie heureuse, une jeune femme qui avait une vie stable. Une jeune femme aussi très instruite. J'avais des enfants, je m'ai occupé des enfants depuis toute petite. Avant d'être devenue instruite, j'étais une volontaire qui s'engageait dans les crèches, les chambres, m'occuper des enfants parce que je faisais un garrot. J'étais avocate, mon époux était journaliste. Nous avions un enfant qui avait 10 ans, le grand frère d'Aude, et nous attendions une petite fille. Enfin, nous avions vraiment une vie très agréable, une famille nombreuse, extrêmement unie. Lorsque est né, Adrien, qui est à l'école ce jour-là, a été prévenu, il est apparu avec une joie immense, donc la nouvelle vie a commencé, et on s'est dit, voilà, l'enfant qui nous manquait là, cette deuxième partie de notre vie avec les enfants va être merveilleuse. Vous vous demandez les deux, il n'est pas d'Afrique. En fait, j'ai voulu vous parler de leur histoire, car eux aussi rencontrent les mêmes galères que les parents qui viennent de l'étranger. Pour c'est la musique. Moi, j'étais devenu, madame. Alors, il me semble que vous étiez passé une fois la déposer, mais vous n'aviez même pas eu le temps parce qu'il y avait des jeunes de nous inviter qu'on avait fait. C'était dans mon épouse, il était très chaud pour nous. Voilà. Donc, lui, c'est la maison d'eau, vous considérez comme la maison d'eau, pas la nôtre. C'est l'autre. L'autre, c'est qui? J'ai pas vu.
Tout ça, le plus du mois, c'est la nuit. Et quoi? Les oiseaux, et les crapauds, c'est tout. Ah, ouais, avec les gros. Si? D'accord. Ça va pas? On sera à 3 heures. On sera à 15 heures. Quand tu as appris que j'étais papa et que ton premier enfant, madame à la maison, ça s'est passé comment? Ça s'est passé plutôt bien, parce que mon fils, il est né à la maison. Le temps que j'arrive à pompier tout ça, il y avait pas beaucoup qui étaient là, qui m'ont aidé. Après, ils sont accompagnés à l'hôpital. Deuxième enfant, ce jour-là, j'ai travaillé, il est né le soir à dimanche, à l'hôpital. Pour le temps, j'étais prêt comme il est à la maison. J'étais prêt, oui, j'étais pas prêt à l'hôpital. J'étais pas à l'hôpital. J'étais content. En 2007, je suis tombée enceinte, donc tout le monde s'y attendait, l'arrivée de ce bébé avec le choix et avec cette situation. 3 ans après, et mon deuxième fils, le bonheur s'est rempli dans la Comment tu as vécu l'annonce des 2 enfants handicapés et du diagnostic avec madame? C'est un soulagement spontané. Au moment où on est entré à l'école, les problèmes ont commencé parce qu'on s'est rendu compte, et l'école détecte très vite les enfants différents, que la Claude était un petit peu en progrès, elle donnait l'impression de ne pas voir les autres enfants, elle n'écoutait pas les consignes, et puis en même temps très confiante puisqu'elle était à l'école, elle savait parler, et puis on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas de progrès, et que non seulement il n'y avait pas de progrès, mais que les comportements d'autres étaient de plus en plus bizarres. Dès la première année de mon enfant, par rapport à son évolution, voilà, moi je des inquiétudes. Je commence à le comparer aux enfants de son âge, je faisais non, mais là il commence à s'asseoir, il commence à marcher, et le mien ne marche pas, ne marche pas. Quel est le problème? Je n'ai pas pensé à l'handicap, mais quand ce fait le psychiatre dans le pays, et le rendez-vous était n'attend qu'elle. Donc j'ai attendu longtemps avant de voir ce fait le psychiatre et une complication s'accentuer de plus. Après la patience par rapport à mon enfant, bon, si j'ai eu une clinique, voilà, donc là j'ai eu le pédopsychiatre qui, après avoir fait quelques bilans et un diagnostic qui m'a soigné à ça, me montrer que mon enfant est autiste. Voilà, c'est tout. Et il m'aurait mis un papier avec son cachet. Je suis allé rencontrer le docteur Moïse Assouni, ma référence, la référence dans le monde de l'autisme. Il va m'aider à décrypter les difficultés du diagnostic en Afrique. Les diagnostics pour les enfants handicapés sont insuffisants. Mais ils sont insuffisants souvent ici aussi en France. C'est-à-dire que ce sont des processus longs qui impliquent pas mal de services. C'est surtout sur la précocité des diagnostics. Souvent, ça s'étale un peu trop dans le temps. Et l'autre chose, c'est la question du suivi. Parfois, c'est complètement destructeur. C'est-à-dire que si une famille qui est bien insérée dans son pays va tout laisser en ayant l'illusion que l'intégration dans un dispositif d'accueil en France va guérir son enfant, cette illusion-là, de toute façon, elle est exclue. On ne guérit pas de ce trouble-là. Lui, c'est le papa de l'autre. Il a dû arrêter son travail de journaliste pour s'occuper de sa fille à plein temps, comme beaucoup de familles dans cette situation. Il se passe à l'école de son papier une crise, un mouvement. On essaie là non plus, il n'a pas la crise, on peut imaginer la crise d'enfants, mais il y a la puissance au sang, et très vite,
responsable de la psychothérapie continue dans ce centre du 92. On fait ce genre de crise dans le centre qui la reçoit, et là, elle, si elle n'avait jamais fait, elle se frappe les choses très très violemment. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe. On voit notre petite fille de 5 ans qui se frappe violemment, on ne peut pas arrêter. Il y avait deux psychothérapeutes ce jour-là qui la regardent, et là on comprend quelque chose d'extrêmement grave, et on est assez naïf ou ignorant pour ne pas savoir que ce comportement a un nom, que c'est de l'autisme, et là on sait une histoire de nous qui va être tournée à l'opposé de tout ce que nous avions imaginé. On nous explique qu'il n'y a pas de place dans les structures, et puis on passe d'une vie quand même normale, où on était scolarisés, à une vie totalement marginale, où il y a à l'école et il n'y a rien. Donc, que fait-on d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va être? On va être où? On va être où? Ouais. Mais super. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a peur pour son fille. Alors, tu vas te faire un peu plus tard. Là, ça se passe comment? Ça se passe bien. Il n'y a pas de prise en charge pour lui. C'est de votre quand j'en ai pas de
après la politique, ils sont enlevés à la maison. Il n'y a pas de prise en charge de l'humanité. C'est très compliqué. Et ma femme me demande qui prend la relève. Moi, je suis au travail. Ma femme, des fois, elle n'arrive pas. Et on s'est perdu. Il n'y a pas de solution. Et on se bat. Des fois, mon cerveau est tellement chargé. Je ne sais pas le faire. Et des fois, je prends d'aller en situation de suicider, en fait. SMI dit des émotions importantes, du désespoir, une émotion forte. Certains y pensent, et d'autres passent à l'acte. Pendant l'interview, je suis c'était très difficile. L'école, parce que le gars, on est sinon, d'abord, tu ne veux pas les mots dans la main. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parce que tu vas penser pas mal. Lève-toi. Non. Alors, ce que vous dites à faire en discussion, d'accord? Une solution pour trouver des structures qui conviennent pour les enfants, former des gens. Vous voyez là, il est pas bien. Des soins, des médecins. J'ai pas pu finir l'interview avec Simon. Il était mal, il a fait un malaise. J'ai appelé sa femme. Elle s'est proposée de continuer l'interview. Toutes les familles ont une préoccupation sur comment mon enfant va être accompagné après moi. Le suicide altruiste dont on parlait, c'est-à-dire il vaut mieux que pour le bien partir et on part tous ensemble, ça existe aussi. Alors soit il y a quelques parents de penser qu'il vaut mieux que l'enfant ne leur survive pas, donc ça concernera souvent la tête des handicapés, et il faut en discuter, donc voilà, on va dire un cas précédent. Mais quelquefois, c'est dans des situations, ce qu'on appelle des situations complexes, et là, c'est une des raisons pour lesquelles le dispositif maintenant est créé, de l'accompagnement pour les situations complexes. J'ai entendu une fois à 3h du matin un appel pendant sa dame m'expliquer les situations où sortaient des urgences à grand hôpital et leur enfant n'était toujours pas bien, c'est des semaines que ça durait. Et j'entendais le père derrière en disant je vais sauter avec lui près du dernier étage, ça va être ce type de choses, ça traverse en tout cas certaines familles, et évidemment ça existe et c'est pour ça qu'il faut créer plus de structures, il faut être attentif aux accompagnements. J'ai pris au pays d'Asie de la France, ou de réfugiés de la France, parce qu'avec l'avancement, avec tout ça, j'ai vu que la France, c'était le meilleur fait qui était en avance par rapport au pays, avec pour ces genres de complications-là, pour les prises en charge, pour le meilleur succès pour ces complications. On a un meilleur. Oui, parce que c'est que je rêvais
qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient nord-africains, c'est le même autisme, c'est le même discipline. On va continuer à développer ce monde développé à l'étranger. La Belgique ne perd pas de sa luminosité quand elle est capable de Belgique. Elle va en récupérer autant qu'elle en a besoin, surtout chez nos cousins, chez les amis africains, sur ceux qui ont le plus besoin de lumière. On ne va pas se tromper de vie et d'engagement. En tout cas, notre engagement, il est réel et on va continuer à le développer en Afrique. Je relance encore notre parcours pour voir auprès de qui j'ai demandé. J'ai resté 2 ans à faire ce parcours du combattant entre les pédiatres et les pédopsychiatres à demander qu'est-ce qu'il fallait pour cet enfant. Et j'ai eu la réponse. Je me suis réfugiée dans la religion, dans d'autres pratiques, pour voir est-ce qu'il n'était pas ensorcelé ou qu'est-ce qu'il y avait quelque chose. En fait, déjà, on m'a mis ça dans la tête. Il faut voir de l'autre côté, et le scénario, la récupère. Et tout ça, ce qui m'a détaillé, c'est qu'on m'a pas expliqué qu'est-ce que c'était l'autisme. Les gens me retrouvent dans une autre catégorie. Des pratiques ancestrales, traditionnelles, des situations très compliquées et très dures pour les femmes. Les pratiques ancestrales, au pays, ne sont pas forcément de manière majoritaire. Elles ne sont pas gardées, parce qu'elles ont beaucoup de mal jeunes, avec des t-shirts et des barons qui ont bien compris qu'il y a un fonds de commerce à envoyer dans les pays d'Afrique. Comment prendre l'argent par an en mettant tout ça sur le dos des mauvais esprits. Quand le sentiment de perte de chance d'un enfant handicapé, quand ils sont petits en particulier, amène à aller chercher de l'aide de tous les côtés, Et on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui vont voir non seulement l'exorciste de leur religion, mais même elles vont voir l'exorciste de la religion du voisin si ça n'a pas marché, parce qu'ils vont chercher par tous les moyens possibles à ce que leur enfant puisse aller mieux. Il faut mieux en discuter tranquillement, il vaut mieux accompagner les familles pour éviter que justement ça puisse aller trop loin, que par exemple, on peut y avoir des formes d'exorcisme, des formes qui peuvent tirer du côté de la différence. Il vaut mieux pouvoir accompagner les familles, certaines familles, quelles que soient les religions, vont mettre la religion, je dirais, au-dessus de tout et vont être même une forme d'obstacle à un bon accompagnement, en tout cas, qui peut aider. Et je me rappelle d'un Africain qui a dit la chose suivante. Monsieur, quand je suis au pays, je vais utiliser les moyens de ma vie et je vais aller voir les redouteux et les sorciers. Je ne vais pas hésiter à ça. Mais quand je suis en France, j'exige d'avoir le dernier cri de la science sur lequel mon enfant. La limite, c'est la référence. Le Qatar voulait, si je te rappelle de la conversation avec le maire de l'université du Qatar, il voulait absolument prendre des idées qu'on veut. D'accord. Il voulait l'école, il voulait l'éducation, il voulait le régime, il voulait l'accompagnement familial, il voulait. En fait, il voulait un peu. Au Maroc, On a fait une proposition de courrier. Le Maroc, après, il y a aussi qui m'a appelé. Il faudrait qu'on fait la réponse déjà. Pour la réponse, après là, j'ai appelé. Après, je suis en vidéo. Le nom d'Alibaba, tu sais, on est en train d'organiser le premier salon africain. Il y a 26 pays qui ont répondu. Qu'est-ce que toi, tu attends en tant que maire de ce premier salon africain où on va pouvoir enfin parler des pathologies de handicap? Je pense que ce sera un exemple et que ça va révéler les pays africains à s'y mettre déjà à construire des centres, à s'investir dans le domaine de l'autisme pour qu'il n'y ait pas une nouvelle forme d'immigration qui s'ajoute à l'immigration économique. C'est parti pour l'Afrique, au Cameroun, pour la première édition du salon de l'autisme. Moi, je ne viens pas pour les vacances. Pour être, je vais bien le dire. On est tellement content avec Stéphane d'avoir organisé ce salon. On voulait faire un état des lieux de l'autisme en Afrique.
et voir comment on pouvait avancer ensemble. La réalité française n'est pas aussi paradisiaque qu'on pourrait penser. Le second studio français 2, la France a quand même 40 ans de retard, vous le savez. J'ai rejoint mon ami Jean. Nous l'avons invité pour faire une conférence. Et il en a même profité pour faire des diagnostics gratuits. On va pas faire une ciao. Bonjour bien. Dans mes expériences, ça fait très longtemps que je pratique avec les autistes de vraiment du monde entier, tu les reçois. Tu as constaté que beaucoup de familles venaient de l'étranger, et ce pourquoi, quel était le constat à la fois de ces familles et de la problématique de l'autisme? Je dirais, dans des pays où vous étiez allé dans les consultations, les professionnels n'ont pas été formés du tout. Donc, ces familles pensent qu'ils veulent venir tous en Europe et ils sont vraiment enfants. À chaque fois, on me pose la question, j'ai dit, mais vous savez, c'est bien, on est déjà un peu saturé en France. Comme très saturé, les gens ont du mal à prendre nos enfants. Alors, moi, je dirais, j'ai vu une famille, j'ai fait des consultations, j'ai vu une famille, mais il faut vraiment qu'on vous prenne en charge sur le plan local, former une personne. Même la collectivité vous ont dit bien, et il faut qu'on passe par les voyages uniques dans son peuple, et c'est mon cher. Pour venir, c'est très bien, tout est payant, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le système. J'essaie de les former sur place, en jeu, avec les médecins, même les professionnels, dans les professionnels de santé. Et puis, il y a aussi peut-être la mise en place de politique sur l'autisme dans ces pays qui n'existent pas pour l'instant. Dans certains pays, il n'y a même pas un gouvernemental, où il n'y a même pas un circulaire pour aller dans la garde. Dans certains pays, il n'y a même pas de sensibilisation. On va nous dire, c'est quoi? On va déjà poser la question. Parce qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés. Je me suis rendu compte, moi, personnellement, parce que j'ai fait des consultations ici. C'est important pour moi parce que j'ai venu d'ailleurs au terme de consultation. Et j'ai vu aussi l'assistance des familles. Je retrouve un peu également l'assistance des familles, comme je le retrouve mes consultations en France. Mais là, c'est un peu différent. Ils pensent que c'est une maladie mentale, parce que vous venez de faire un peu d'enseignement, comme on dit, c'est un handicap dans cette partie de la vie, mais il y a des possibilités d'accompagnement, la prise en charge. On est fort, mais il faut le faire en l'air. Nous, on ne va pas aller s'imposer en disant nous sommes les meilleurs. Avec Jean, on est parti visiter l'école à Douala. Il était très attendu. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, dans la nature, pas de citadine. Il est parfois. Ah, mais vous avez senti que vous n'avez pas une phrase correcte. Qu'est-ce qu'il y a bien au problème de l'hôtel? On va terminer. Il y a
dans l'intervention. Cyril m'a accompagné pendant le salon. Il travaille dans une compagnie d'assurance. Il nous a aidé au financement et à sa réalisation. Depuis quelques temps, nous travaillons ensemble à l'écriture d'un projet pour accompagner les familles et les enfants. La direction a demandé un peu de travail pour vous accompagner de ce c'est qu'on avait. La travail technique, on avait aussi là. Oui, c'est pour la location de la salle. C'était la salle, la capacité d'accueil, c'était la plus chère, et c'était cette capacité d'accueil à la fois les expositions et à la fois les caméras et les débats. Donc bien sûr, en participant à tout ça, les idées viennent. Je veux dire, nous, on est une compagnie d'assurance, on a des outils de téléconsultation. On a des services pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Parce que quand je pense à ça, je dis le soutien psychologique des familles est indispensable. Donc je pense qu'il y a des possibilités en fait de sécuriser le parcours et les cas qui sont investis par les familles pour le soin de l'enfant. Après avoir discuté avec beaucoup de familles et beaucoup de professionnels, certaines souhaitent partir, tandis que d'autres veulent rester. Un seul point commun, ils ont besoin d'aide. La prise en charge des enfants aussi sont au Maroc, pas sur beaucoup des méthodes, beaucoup des structures, beaucoup des stratégies, mais ça c'est très cher pour les familles. On constate que beaucoup des familles quittent le Maroc au début pour trouver des méthodes nouvelles, mais à bien aussi à l'étranger. Actuellement, nous sommes le seul centre d'accueil dédié aux enfants venus handicap. Le pays n'a pas de statistiques. C'est la même marché avec des équipes professionnelles, des psychologues, des neurologues, des psychiatres et d'autres médecins qui ont plein de mamans qui sont revenus au pays pour pouvoir nous aider. Et on a fait un centre qui permet de prendre en charge les enfants autistes. La plupart de ces enfants qu'on prend en charge, ce sont que les mères qui s'occupent de leurs enfants. C'est des mères seules, divorcées, à qui on a abandonné tant sur le plan familial que sur le plan de l'entourage. Une des raisons qui m'a poussé à rester est de former les parents, mais aussi de créer un centre. C'était vraiment éviter l'immigration vers l'Europe. Actuellement, il y a des choses qui se mettent en place, qui commencent à se mettre en place, du fait de la sensibilisation qui est assez forte par les associations de parents, mais surtout les corps professionnels qui servent à ce là-bas, notamment les étudiants qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Donc, la prise en charge est encore vraiment structurée et il y a un centre qui avait ouvert son pays. Commençons tous la prise en charge des cabinets privés et assez limité, surtout dans le contexte économique africain. En vrai, on en parle, mais il reste beaucoup de choses à faire. Pour le moment, il y a pas de spécialistes qui sont adaptés, il y a pas de spécialistes dans le domaine. Et ce sont les parents qui essayer de s'entraîner en fait pour essayer d'accompagner le sang. J'ai fait mon master en santé publique, mais je suis sortie hors du problème pour aller faire ma recherche d'entreprise, mais c'était une motivation personnelle. Et deuxièmement, c'était pour aider le monde qui souffre bien de qui jusque-là laisse encore les enfants dans les enclos. Et surtout en patients qui ne peuvent pas faire sortir les enfants à la main du jour. Et surtout ne pas se promener avec ces enfants-là en public. Je pense que depuis ces 14 années que je passe au Sénégal, il y a une grande évolution par rapport à l'autisme. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait absolument aucune sensibilisation, il n'y avait pas de mobilisation générale. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des structures qui s'ouvrent, il y a des spécialistes qui se mettent en place, il y a aussi des parents qui font des associations ensemble pour arriver à faire vraiment évoluer les choses et bouger les choses par rapport à l'autisme. Voilà. Après une semaine de débat et de rencontre, on s'aperçoit que tous ces pays ont besoin de la même chose, d'une politique faite par le gouvernement sur la prise en charge de l'autisme, des outils et des moyens. Tous ces pays pensent que l'herbe est verte ailleurs. Mais dans notre réalité à nous Français, nous sommes venus leur dire que l'herbe n'était pas couverte ailleurs et qu'il serait mieux pour eux de rester et de consolider
les savoirs et les échanges, afin d'éviter les drames que nous rencontrons sur le terrain. Un message pour mes frères et mes sœurs de l'autre côté des frontières. Ne croyez pas que la France est l'Eldorado de l'autisme. Nous avons nos difficultés. Nous pouvons vous aider. Il est préférable, de manière collective, de bâtir notre pays pour vos enfants que de venir de manière individuelle vous mettre en danger ici. Le côté positif, au fond, c'est que l'accompagnement des handicapés a énormément progressé, peut-être beaucoup plus sur un plan scientifique, au niveau des connaissances, dans les 10 dernières années, que dans les 50 années précédentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles sont passés les pays avancés pour l'organisation d'accompagnement du handicap. On peut aller directement dans les formes modernes d'accompagnement tout de suite dans ces pays-là. J'ai un diplôme maintenant. Oui. En fait, j'ai trouvé des travail beaucoup. J'aime pas laisser mon fils tranquille, j'aime pas. Voilà. Tu as eu la formation, tu as eu le diplôme, tu as le travail, et tu ne peux pas bosser parce que ton fils est là. Moi, j'ai besoin de temps pour calmer pour moi. Sûr, tu es tout le temps avec ton fils, toi, tu n'as pas de social, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te reposer. Et lui, il a besoin d'éducateur, il a besoin d'éducatif, il a besoin de. Alors, maman, c'est maman, mais dans surtout la nuit, il a besoin de professionnels pour l'aider. Fais voir ton livre. Ça, c'est du tout ça. Super. Ah, ben tiens, c'est des autos et drapeaux, en même temps. C'est qui va faire ces super livres? C'est maman et papa. Super. Et dis-moi, c'est lequel va se faire le plus en combien? Oui. Oh, je sais pas. Oui, ça c'est serpent, mais dans une classe, c'est lequel va se faire le mieux? Viens voir. Montre-moi. C'est un truc là. C'est lequel va se faire le mieux? Attention, il ne prend pas de la chanson. Voilà. Regarde, il est là. J'étais à la place de Nicolas Mille, et j'ai des clowns, qui rient, qui viennent, qui la ville, la mardi, j'ai pas vu des crises, la porte est de la juillet. Oh, ça va. C'est obligé de faire ça. Plus jamais. Et donc là, il y a une bonne évolution dans la vie. Elle est toujours nécessaire, etc. Mais ça s'est passé avec quand même. Voilà, on dit parfois la vie formidable, voilà, c'était on voit même pas plus partir. Et puis parfois, oui, on a passé au sujet tout à coup, donc ça, elle reste mais moi, elle me fait bien vivre parfois quand même. Elles font des choses tout à fait inattendues, mais voilà. Alors, elle s'est parlé comme ça, elle n'a pas dit un mot, elle est carrément talon du pied, et puis tout d'un coup, elle fait une phrase impeccable, et puis voilà, on se dit, on a rien dit. الحالة الاستفسار كما يقول لكم هذا جانب لغة التوبة D'accord? C'est tout à fait.
l'a pris? L'obligation, c'est qui l'a pris? Et ça marche ou pas? Je sais pas. D'accord. Dans ces cas-là, il faut que tu vois avec à ça quelques fois un rendez-vous avec Didier Rapin et que tu réévalues peut-être avec le traitement. Parce que si ça fait 2 semaines et que ça a bien marché, et qu'avant le départ, je pense qu'il peut être remplacé peut-être pour le départ et dormir. Si c'est juste avant, après il y a des activités, il revient. Retour d'activité, il ne dort pas parce qu'il fait une expérience, c'est normal. Du coup, il s'emmerde et il a du mal à dormir. Ça, c'est important pour toi. Là, sur la préfecture, on a fait quoi du coup dans le monde de la préfecture? Voilà, avec la préfecture chez mon récipient. Ah bon? Là, j'ai mon récipient et à la fin, il y a pas bien administratif. C'est bon. Oui, c'est bon. Tu l'as monté ou tu peux la chercher? Je suis allée chercher, j'ai un problème. D'accord. Et tu l'as? Oh, j'ai la maison. C'est bon. Ouais. Voilà. Là. On a gagné une étape. Ok, c'est ok. Voilà. Là. MDPH, c'est la réponse. Tu as déjà fait avec moi ou plus avec elle? Il y a toujours le tout seul avec moi. Il est tout seul avec moi, on parle des journées et... D'accord. Ça se bagarre. Ouais, ça se bagarre. Rien ne manque de ce qui respire encore. Avec Stéphane, on a voulu vous montrer une réalité. Nous sommes responsables. Vous êtes responsables. Nous sommes tous responsables d'un point de vue humain. J'ai une question. Qu'allons-nous faire maintenant? Au-delà des politiques de la communication des médias, je crois qu'il faut mettre un jour en avant la lumière sur l'autisme, pour se dire qu'on a autre chose à faire dans ce monde, dans cette planète, se battre pour des territoires, pour des trucs, tout ce que tu veux, on devrait plutôt s'occuper de l'essentiel. Pourquoi? D'abord parce que quand on aura fait le plus difficile, c'est-à-dire de trouver des solutions d'importantistes, tout le reste sera beaucoup plus facile. Et quand j'ai discuté hier avec le directeur de l'unité ado, il m'a dit, j'ai dit jusqu'au à un moment donné, il faut qu'on stoppe parce qu'il faut pousser, pour trouver un livre, trouver des appareils, trouver les. Il m'a dit le jour où on commencera à refuser l'urgence, on commencera à décliner. Alors j'ai retenu la phrase, je n'ai pas dans cette ligne, et j'ai compris qu'il a raison. Attendez, c'est pas fini, hein? Les familles d'habitude viennent chez nous par urgence. Aujourd'hui, c'est différent. Avec Stéphane, on a décidé de leur offrir un bon moment autour d'un repas. Nous saluons votre courage à porter mon livre face caméra. Et pour ça, on vous dit merci. Silence des autres restera en première. Alors, on ne va pas vous inviter d'abord pour vous remercier, parce qu'évidemment, les parents, c'est une invitation. C'est pas qu'on a seulement son vote, c'est qu'en fait, on n'est pas le temps. Et puis, c'est important, par exemple, pour Aïssata qui vient d'arriver, qui cherche un aussi, pour 15 ans maintenant. Et voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir que famille française, installée en France, prise en charge en France, depuis 15 ans. Alors, prise en charge en France, mais bon, il faut dénoncer, c'est prise en charge à nos frais pendant quand même 10 ans. Ça marche? Oui. Comment les tout à fait. Donc, très bon. Bien du coup. Et on est où là? Parce qu'on va commencer à exactement. Là, les choses avancent. Presque la reconnaissance, pour les frais de la France. Pour la prise en charge, ça va. Il n'y a pas eu la reconnaissance au niveau de la MDPH. Ce dossier est toujours en traitement. Donc, ça fait des choses très. Ça prend la représentation, on va dire, et qui sont
J'ai des puces et des puces autistes qui disaient dans des autistes sont mérités. Quand vous avez des signes, on va les voilà. Et du coup, j'ai changé de bac. Ce que je dis, si vous avez un ami et que vous ne voyez pas, vous allez la chercher. Vous allez la chercher. Ce sera un élément avec le monde de puces. Et n'oublie pas. Je n'oublie pas. Mais c'est pour la journée, c'est J'espère que ça vous a beaucoup ému. Nous avons fait le tour du monde. Maintenant, nous allons faire une petite séance de questions-réponses. Donc, on demande à ce que le micro puisse circuler dans la salle. Donia, est-ce qu'elle est là? Et donc, je vais céder de nouveau la place aux réalisateurs et aux producteurs. Donc, Tariq Benalla, Stéphane Benalla et Daoud Tatou. Bonjour. Espérons que le documentaire vous a plu. Si vous avez des questions à lui, on peut répondre avec plaisir. Il y a une main qui est levée là-bas. Selon vos pronos, dans 10 ans, le handicap dans le monde, ça sera quoi? La question, c'est dans 10 ans, le handicap, ça sera quoi? Oui, c'est ça. Genre, dans 10 ans, comment est-ce que tu vois le handicap selon l'évolution actuelle? Comment tu vois le handicap dans 10 ans et comment est-ce que tu vois en termes d'évolution, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans tous les continents du monde? La bienveillance me veut dans l'obligation de dire Allah ou Alem, c'est-à-dire que Dieu sait dans 10 ans quel sera un handicap, mais ce que moi je souhaite, c'est que dans 10 ans, on soit dans l'inclusion la plus totale, qu'il y ait autant d'handicapés qu'il y ait de Ratron au CAC 40, qu'il y ait autant de voitures adaptées qu'il y ait de Tesla, et qu'il y ait autant de profs qui soient adaptés pour passer dans une situation d'autisme, qu'aujourd'hui nous avons l'autisme non pris en charge. Ça, c'est le souhait le plus total, mais pour y arriver, il y a une dimension politique, et c'est pour ça que je remercie encore M. l'ambassadeur, M. Mohamed Rajafi, de nous avoir invités aujourd'hui. C'est important d'avoir une tribune ici. Nous pouvons, nous, les petites fourmis de terrain, c'est-à-dire les professionnels et les parents, travailler. Et la dimension politique, c'est vous, les responsables qui sont aujourd'hui dans cette salle, qui
devait la mener, puisqu'il y a un combat économique, il y a un combat politique que nous ne pouvons pas faire, y compris quand on va dans les urnes, l'histoire va devenir nous montrer. Il s'agirait de la question. Bonjour à tous. Je suis père d'un enfant qui aide le soutien aux enfants autistes. Il est basé à La Réunion. Y a-t-il des contacts nécessaires pour créer un centre de soutien aux autistes et à leurs familles? Si vous en avez, ça m'intéresse. Dans quel lieu, excusez-moi, je n'ai pas entendu. L'île de La Réunion. L'île de La Réunion, oui. Je peux vous donner ça, si vous me donnez votre adresse mail, je peux vous donner des contacts à l'île de La Réunion sans aucun souci. Avec plaisir. Il y a des questions là, ici, et puis... Oui, bonsoir. Je suis Michel Somba, secrétaire général du Comité national paralympique du Cameroun, mais aussi président d'une association anti-cap développement. Et je suis intéressé par la vidéo, notamment parce que c'est au Cameroun, parce que nous organisons depuis l'année dernière le Salon national du handicap. Ceux qui sont pour le pouvoir peuvent décider pour que ça puisse s'améliorer, surtout ce que vous venez de rappeler, autisme, le CMR. C'est pour ça que je disais, pour répondre à la question de la base, c'est que la dimension de la politique, elle ne nous appartient pas à nous. Nous, on fait de la politique revendicative, on travaille avec les autistes, on leur donne une compétence, on fait en sorte que ça soit émergé, qu'ils puissent travailler dans la cité, se balader dans la cité, mais celle de l'acceptation du droit commun, c'est que le pouvoir politique qui puisse le faire. Le problème, c'est que tous nos pays, quels qu'en soient nos pays, et y compris la France, nos pays sont malades quand on ne s'occupe pas des plus faibles. Voilà. Ici, comme au Cameroun, tout va bien. Donc les politiques ne sont pas déplacées. On espère, comme je dirais à la maison Inch'Allah, ils vont se déplacer au mois de septembre, mais ça, il y a Dieu qui sait, en tout cas, on a fait des causes pour ça. Merci. Alors, je m'appelle Dr Saïf, je viens des Comores. Ma question est très simple. Sur le documentaire que vous avez projeté, j'ai entendu d'en parler de la question religieuse, puisque surtout venant des Comores, je constate énormément des questions liées à la prise en compte de la religion, surtout l'islam. Donc à chaque fois qu'on a un enfant qui est atteint de l'autisme, donc on leur envoie directement à un chef pour faire le rukia ou bien pour faire le zumba, comme on le dit en comorien. Est-ce que vous, en tant que spécialiste ou bien votre association, est-ce que vous êtes déjà posé cette question de conscientiser surtout les imams, ou bien ce n'est pas relevé de la question religieuse, mais ça peut être lié à un problème, voire un médecin ou bien un spécialiste du domaine. Merci. Oui, dans l'accompagnement de l'autiste en Afrique, il faut faire de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre la culture et la religion de là où vous êtes. C'est indéniable, les personnes en situation d'autisme en Afrique, c'est pas que les autistes, d'ailleurs, pour les albinos, pour les enfants nourris, ou ce genre de zouri, pour ces choses-là, il y a toujours une partie occulte très négative dessus, et puis il y a une partie sur la question religieuse. Et nous, on accompagne bien évidemment les parents en leur disant que si vous souhaitez faire une ruqya à votre enfant, vous pouvez, mais il y a ruqya et celui qui va réciter du Coran ou les psaumes de David pour la Torah ou l'Évangile, et ça fait pas de mal. Et puis vous avez le marabout, vous avez le prêtre qui va frapper, couler, attacher l'enfant, et là, dans ces cas-là, on est sur autre chose. Mais bien évidemment que c'est important d'accompagner les parents dans ça, puisque c'est une démarche, ça fait partie de la culture pour eux, et de la religion. Vous ne pouvez pas leur dire l'autisme, c'est pas des djinns, ils ne comprennent pas ça. Donc on va d'abord explorer que c'est pas des djinns, et ensuite, on a bien vu que c'est pas des djinns, c'est quoi? Dans le monde entier, il y a des autistes. Donc du coup, aux États-Unis, il n'y a pas plus de djinns qu'il y en a en Afrique. Vous voyez, il y a quand même des autistes aux États-Unis. Bon, après, on a vu qu'il y avait aussi des djinns pendant Shabbat, il y en avait aussi pendant le dimanche, à la messe, aussi le vendredi. Donc quand on a fait tout le répertoire de tous les djinns, à un moment donné, on comprend que la dimension neurologique et l'accompagnement éducatif, on est là, on est au-delà de quelque chose de culturel ou de religieux. Mais pour autant... C'est par rapport à la production du film. Est-ce que vous avez
analyser l'autisme à travers le prisme de l'anthropologie de la santé. Alors, je répète, c'est-à-dire dans la production du film, est-ce que vous avez analysé l'autisme à travers le prisme de l'anthropologie de la santé? Dans le document, la question c'est est-ce que nous avons étudié l'autisme sur le prisme de la santé? Non, de l'anthropologie de la santé. Oui, on a fait ce documentaire en connaissance de cause, bien évidemment, sur la santé en accompagnant les jeunes qu'on a depuis longtemps. Je ne comprends pas le sens de la question. Non, ça veut dire les médecins qui sont là, ils savent que l'anthropologie de la santé rentre maintenant dans le domaine de l'autisme. C'est pour ça que je pose cette question-là. Oui, on a étudié le Merci. Des questions là-bas aussi. Merci beaucoup. Merci cher Daoud, merci à Stéphane qui n'est pas là. La question que mon collègue et frère le docteur Omar Keïta pose rejoint ce que disait notre ami à l'instant sur la prise en compte de l'anthropologie ainsi que des réalités socio-culturelles des endroits dans lesquels sont situées les personnes prises en charge. Mais pour aller un peu plus loin, moi je voudrais faire un témoignage parce que, comme l'a dit Daoud, qui est un ami, ainsi que Stéphane, c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagé dans l'organisation de cette journée sur le handicap, c'est de permettre à ce que ce film-là soit diffusé ici à l'UNESCO pour que, même si naturellement l'ensemble de mes collègues ainsi que du personnel de l'UNESCO, tout le monde est au courant de l'autisme et de sa prise en charge. Ceci étant, j'avais à cœur de projeter ce film ici pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les personnages principaux que sont les enfants suivis, ainsi que Daoud et Stéphane, et c'est surtout de Daoud et Stéphane que je veux parler, dans le monde qui est le nôtre, sont pour moi des ovnis ou plutôt des modèles. Parce que Stéphane, que vous n'avez pas aujourd'hui, que nous n'avons pas le plaisir et la joie d'avoir avec nous, est de confession juive et il est pratiquant. Daoud est de confession musulmane et pratiquant. Et parce que ce qui les réunit quand je les entends parler, parce que je les connais dans la vie courante, quand je les entends parler l'un de l'autre, je n'entends pas un musulman parler d'un juif ou un juif parler d'un musulman, mais j'entends avant et après tout un humain qui parle d'un autre humain, qu'il aime, qu'il chérit et qu'il considère dans toute son entièreté. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes dans cette maison de la culture qu'est l'UNESCO, qui sert de ciment entre les humains, qui sert à construire la paix entre les humains, je tenais à ce que ce film soit projeté ici. Malheureusement, Stéphane n'a pas pu être là avec nous, parce que la situation actuelle nous fait oublier qu'avant et après tout, nous restons et sommes des humains. C'est la première raison. La seconde, c'est que quand je les ai vus à l'œuvre, je me suis posé une question. Quand on était enfant, on pensait à des héros, et on les imaginait couverts de capes, comme Zorro ou Batman pour les plus jeunes. Et quand je les ai rencontrés, je me suis dit, oh, finalement, c'est des gens réels qui peuvent exister. Ce sont deux merveilleuses personnes et je remercie la compagnie AXA qui a permis la réalisation de ce film. Et j'espère que la projection de ce film ici, dans cette maison des sciences et de l'éducation du monde, permettra que demain, eh bien, en Afrique, mais pas seulement, en Asie, mais pas seulement, en Europe et partout dans le monde, on regardera l'autisme comme pas une honte,
c'est encore le cas malheureusement dans beaucoup de pays, ni quelque chose de surnaturel, mais plutôt comme, comment dire, un phénomène qui existe et qui fait que des gens sont là, très intelligents. On dit d'ailleurs que beaucoup parmi les plus grands musiciens étaient, ou certains en tout cas, étaient des autistes. On dit aussi que de très grands mathématiciens étaient autistes. Aujourd'hui, ce n'est pas une honte. En tout cas, ici en Europe, dans certaines régions du monde, c'est encore le cas. On les invisibilise. Il y a des questions là, des personnes qui ont des questions. L'ensemble de silence a devancé. Ah, c'est parti. On voulait l'appeler la tribune. Donc, je suppose que je n'ai plus besoin de se oublier. Voilà.